Mais est-ce qu'il serait pas temps, d'ouvrir cette clinique? Hein? Franchement? Du coup, nous avions donc, lancé le formulaire. Nous avons eu des gens qui ont participé, mais soyez pas timides. Franchement, vous pouvez y aller et c'est totalement anonyme, donc on peut même pas se foutre de vous. Si on le voulait, on peut même pas. Vous pouvez écrire, tout ce que vous voulez, il y a pas de mail, il y a rien. Donc voilà, même, 3 mots qu'on comprenne au moins le sujet que vous voulez, évoquer ou qui vous pose problème et on sera, ravis de le faire. Donc pour cette, clinique, ce premier épisode, nous avons choisi 3 problématiques que je vais donc diagnostiquer. Sur ces 3 problématiques-là, on va commencer par la première. Je me décale. Boum! Peaky 01. Ouais, il faut que j'arrête. Je sais pas pourquoi je fais ces voix-là, ça n'a aucun sens. Peaky, en référence à Peaky Blinders, peut-être, j'imagine. Génial cette série, hein. Vraiment trop cool. Du coup, on a choisi la problématique parce que le pseudo nous parlait. Non, non, non. Parce que pour le coup, en plus, cette problématique-là, donc qui s'affiche là à l'écran, donc je le lis. Galère la thématisation de mots-clés, des astuces ou des outils pour aider à gagner du temps sur cette partie-là. Et pour le coup, on nous en a parlé plusieurs fois, notamment en MP sur LinkedIn, suite à notre conférence data sémantique sur Garden, parce que on faisait beaucoup état de la thématisation de mots-clés. Enfin, toute notre réflexion venait de la thématisation de mots-clés, qui vraiment est le cœur après de notre analyse et qu'on va venir après greffer de différents KPI, d'indicateurs et donc de data. Mais c'est vrai qu'à la base, si ta thématisation elle est un peu galère, pour clusteriser, il faut demander à ChatGPT en lui demandant de regrouper votre intention de recherche. Ça peut être effectivement une solution. Si tu veux bien la développer, ma SEO coach, je pense que le chat pourrait être friand de ça. Parce que pour le coup, moi, la démonstration que je voulais vous montrer n'a rien à voir avec l'intention de recherche. Donc ça peut être hyper complémentaire. Et surtout, c'est toujours cool d'avoir plusieurs méthodes pour avoir encore le plus d'infos possible et ne rien louper. Donc effectivement, sur la thématisation, alors nous, au vu de, vous avez vu comment on fait nos analyses sémantiques, autant vous dire que la thématisation est un sacré enjeu pour nous. Donc on a creusé pas mal de solutions pour voir ce qui pouvait nous faciliter la vie. Euh, on n'a jamais été ultra ravis. En vrai, d'une solution un peu automatisée ou d'un outil sur la clusterisation, donc la thématisation de mots-clés. En fait, tout ce qui est un peu machine learning, les outils, marchent par l'occurrence. En fait, c'est l'occurrence du mot qui va créer des thématiques. Alors, franchement, c'est déjà très bien et ça peut fonctionner dans pas mal de cas. Je pense que ça peut être pertinent, en tout cas, selon moi, sur 40% des cas. Ça peut aider à avoir les gros champs sémantiques et tout ça. Mais pour moi, hello Grace. Mais pour moi, c'est pas forcément ce qui va nous aider à faire une thématisation à proprement parler. Alors, du coup, je vais donner un exemple. Par exemple, je me le suis noté pour être sûr de ne pas oublier. Du coup, si vous avez une analyse sémantique à faire sur la cosméto et que vous souhaitez faire une thématisation qui ressemble à une arborescence, qui se rapproche d'une arborescence, en tout cas l'arborescence par exemple de votre client, pour qu'il comprenne aussi plus facilement votre analyse. Donc là, par exemple, vous allez vouloir, sur une thématisation, par exemple, qui serait hydratant, donc qui regrouperait tous les soins hydratants, vouloir regrouper tous les mots-clés, par exemple, qui sont liés au baume, aux huiles, au sérum, à la crème. Et en fait, potentiellement, il n'y a pas toujours le terme hydratant ou hydratation peut-être dans vos mots-clés et il va pas comprendre via l'occurrence que vous, c'est sous la grosse thématique hydratant que vous les regroupez, la crème, l'huile, le baume, le sérum. Il va vous faire potentiellement, si vous avez beaucoup de mots-clés huile, il va vous faire une thématisation huile hydratante. Il va vous faire une autre thématisation baume visage. Donc voilà. Et s'il reprend, l'occurrence, par exemple, le mot-clé, baume visage, vous n'avez pas le terme hydratant. Donc il ne va pas pouvoir, lui, le mettre sous la thématique, hydratation. Alors, je lis, le commentaire de My SEO Coach. Ah non, alors je me permets, tu donnais donc plus de détails sur, la
la méthode concernant l'intention de recherche. Je me permets de terminer juste cette démonstration-là et après, on parlera de la méthode que vient de vous partager My SEO Coach, si tu le veux bien. Et du coup, si tu veux continuer à détailler, tu peux. Donc voilà, donc moi je trouve que les outils qui ne prennent en considération que l'occurrence, c'est très limité. Je trouve que ça fait pas très analyse, c'est pas très pertinent, on va pas se retrouver forcément avec une thématisation très pertinente. Toutefois, ChatGPT, parce que c'est ce que je vous avais dit notamment sur LinkedIn, qu'on avait parlé de la thématisation de mots-clés via ChatGPT, ça peut être un très bon outil. Alors, nous, on l'a entraîné beaucoup avec plusieurs prompts et machin. On arrive à avoir des choses cool, mais parfois c'est un peu bancal. Et c'est vrai que bah, ce qui est un peu pénible sur ChatGPT, c'est que son comportement change régulièrement et donc il ne réagit plus de la même façon potentiellement d'un mois à l'autre au prompt qu'on a utilisé. Et du coup, ça nécessite en plus qu'on l'entraîne pas mal. Donc du coup, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, en tout cas concrètement là tout de suite, la meilleure des solutions pour vous à cette problématique-là. Mais j'ai une solution pour vous, parce que moi je le trouve quand même très pertinent chez ChatGPT à travers une commande pour notamment comprendre tout un secteur, comprendre les gros sujets et donc potentiellement votre thématisation. Et du coup, pour que ça soit le plus pertinent pour vous, je vais donc faire un partage d'écran. Tac. Je retrouve mes petits parce que avec l'interruption, je vous cache pas que ça m'a foutu un petit peu le bordel dans toute ma préparation. Du coup, je revérifie quand même que j'ai bien tout ce que je voulais vous montrer. Et j'ai bien tout ce que je voulais vous montrer. Hop là. Alors, je vais pouvoir vous partager tout ça. Tac. Vous allez voir, c'est hyper simple. Hop! Je pense que vous voyez très bien mon écran. Donc, effectivement, nous, donc sur ChatGPT, on va lui faire une demande qui s'exprime autour de l'ontologie. Est-ce que vous connaissez? Ouais. Est-ce que non, vous connaissiez ce terme-là de ontologie? Je continue pas l'exemple tant qu'on m'a pas répondu. Parce que fallait le trouver, ce terme ontologie. Ah, donc vous allez me laisser seule? Non, vous n'allez pas faire ça. Moi, je suis sûre. Vraiment pas. Merci, Giro. Pas du tout. C'est la science de la honte. Très bonne blague. Moi, j'avoue que ça m'a fait penser à Ocon. Ouais, c'est horrible, c'est affreux, je ne sais plus parler. Et pourtant, nous ne sommes que mercredi. Oncologie, moi, ça m'a fait penser. Mais ça n'a strictement rien à voir, du coup. Bah oui, oncologie. Ah, merci. On a pensé à la même chose. Alors non, ontologie, c'est un mot assez scientifique. Onologie. Ah, on en revient toujours à l'apéro chez nous, hein. C'est un mot assez scientifique, en fait, qui est un corpus de connaissances. Oui, j'ai mes notes sous le nez parce que je n'ai pas appris la définition par cœur. C'est un corpus de connaissances sous forme utilisable pour un ordinateur. Voilà. En gros, on lui demande des connaissances que lui va pouvoir nous mettre correctement parce que bah, c'est un ordinateur. Onologie, Bernard, sans le gérer. Gérontologie. Ah ouais, gère. Ah ok. Bah, vous voyez, en fait, il faut que je vous force hein, à parler dans le chat. Parce que dès que je vous force, c'est hyper sympa. Le corps d'une puce. Ah merde, je l'ai pas. Qu'est-ce que tu me... Ah, le corpus. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc voilà, c'est un corpus de connaissances. Donc du coup, pour avoir quelque chose qui va être exploitable, il faut utiliser ce terme-là. Donc vous avez vu, donc la règle qu'on lui a donnée, c'est ce qu'il y a sous le you. On lui a donné en fait cette consigne-là. Donne-moi une liste dans un tableau des ontologies autour du. Donc là, je reste dans le thème que j'ai. Hello, nouveau follow. J'ai pas eu le cœur qui s'affiche. Alors du coup, je sais pas qui c'est. Du coup, tu nous fais coucou dans le live, ce nouveau follow. Et donc du coup, hyper simplement, donc autour du soin visage, de la skincare, du gommage et de la routine, en gros, utilisez 3-4 termes qui décrivent à peu près ce que vous avez en tête sur le secteur que vous voulez analyser. Et donc, il va être capable de créer une liste d'autologie. D'ontologie. Ouais, ouais. Quand j'étais petite, j'allais chez l'orthophoniste. Bah voilà, vous savez.
Pourquoi? Visiblement, il faut que je reprenne des séances. Et donc du coup, il va être capable de vous, mettre cette donnée-là sous forme de tableau et donc vous avez vu que dans les catégories, ça commence doucement à ressembler à des clusters. Donc il va vous dire que, bah, il va y avoir beaucoup de choses autour des ingrédients et donc là, il vous donne, les types, d'ingrédients, donc tout ce qui va être les acides, les vitamines, les huiles naturelles, les extraits de plantes et l'eau. Waouh, on s'arrête pas. Ouais, j'ai bien fait moi de faire la petite coupure, de revenir et tout, ça a créé un truc. Donc voilà, il va, vous proposer donc différentes, catégories qui va vous expliciter. Donc c'est pour ça que je disais, même au-delà de la thématisation, hyper intéressant pour même comprendre un secteur si vous n'avez pas toutes les clés, notamment quand on travaille dans du B2B. Ah, le grésillement est de retour. Ouais, saoule-moi, j'en ai marre. Pourquoi elle me bolosse comme ça aujourd'hui? J'essaie de dire, c'est pas grave, c'est pas si gênant que ça. Ça va? Tu crois que c'est parce que je parle fort? Tu crois que c'est parce que je parle fort? Oh, tu veux dire que c'est ChatGPT? Je vais aller vite, vite, c'est ChatGPT qui nous fout en l'air le stream. Donc du coup, vous avez par catégorie, donc il vous ressort les grosses catégories, avec à chaque fois quand même un contexte. Donc moi je trouve ça cool. Et après, vous pouvez lui redemander, bah, en parlant de cette liste, identifie les sous-sujets liés aux éléments principaux et classe ces sous-sujets dans un tableau. Et donc là, bah, là, on a sacrément des trucs qui ressemblent à des thématisations. Donc, les ingrédients, les sous-sujets, les types de peau. Et bah voilà, franchement, pour le coup, avec ça, alors il existe d'autres types de peau, mais pour le coup, on a les quatre indispensables du secteur de la cosmétique et du soin. Peau sèche, nan, nan, les problèmes de peau, les acnés, les rides, les taches pigmentaires, la sensibilité. Enfin voilà. Moi, je trouve qu'il manque les rougeurs. Mais c'est quand même hyper complet. Et donc, du coup, pour appréhender un secteur, travailler votre thématisation, je trouve ça canon. Et après, vous pouvez même aller plus loin. Parce que ça, c'est pas très sexy. Vous, vous êtes d'accord avec moi, c'est juste un tableau, potentiellement, ça reste une base de travail. C'est pas quelque chose que vous pouvez aller partager en termes de support, même à votre équipe projet ou à vos clients. Et du coup, on peut aller plus loin et je vais vous partager ça en créant un mind map. Donc, alors, le truc, c'est que lui, il a besoin d'un balisage qu'on appelle Markdown. Ce balisage Markdown, bah, il a besoin de ça pour traiter en fait la donnée sous forme de mind map et de bien comprendre, je pense, tout ça. C'est assez facile à faire, vous pouvez le faire via Google Sheet. Je vous laisse faire la commande. Pour générer un Markdown, c'est assez facile. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous lui dites, tu me crées un mind map 2, et là, vous copiez-collez le truc du Markdown. Et après, vous utilisez donc ce plugin-là qu'on avait installé qui s'appelle AI Diagram, et lui va vous générer un truc sur Whimsical. Et donc, à partir de ce qu'il vous a donné comme information à travers le tableau tout à l'heure qu'on avait, et ben, vous allez avoir un mind map. Hop, je grossis. Là, on est complètement sorti, comme vous l'avez vu, de la cosméto. Là, j'ai pris comme exemple. Bah, je ne sais pas si vous avez vu mon assigné Vérissure. Du coup, ça travaille pas mal sur la sécurité. Mais donc, vous avez quelque chose d'assez visuel qui peut notamment vous aider bah, à la création de contenu, voir les différents sujets qui peuvent être développés sur un espace éditorial, encore une fois, pour bien appréhender aussi tout un secteur. Et même, je trouve ce genre de mind map pour montrer votre connaissance du sujet à votre client, faire des focus et voir les liens qu'il peut y avoir entre les sujets et les sous-sujets, notamment en termes de maillage interne et tout ça. Je trouve que c'est cool d'avoir autre chose que forcément du tableau et que c'est chouette d'avoir un mind map. Donc voilà, je le redis, le replay de la clinique sera disponible sur YouTube, du coup, dès tout à l'heure, là, hein, dès que je coupe. Donc, du coup, si vous voulez revoir le plugin et tout ça, vous pourrez refaire un focus dessus. Voilà, je pense que j'ai quand même bien, je ne sais pas ce que vous en dites en termes de diagnostic, bien répondu quand même à cette problématique-là. Je pense que déjà, ça, c'est déjà assez costaud. Je me permets du coup, ah, merci pour l'épinglage. Suite de l'explication. Donc là, c'est My SEO Coach qui vous épare aussi d'une clusterisation par intention de recherche et donc il a explicité. Merci beaucoup. euh, merci beaucoup
Non, je voyais la blague de quel Markdown, Markdown. Pardon. Mais en plus, vous êtes hyper sympa. Vous êtes une communauté hyper cool et hyper experte, comme vous pouvez le voir avec MySEO Coach quand même, qui prend le temps d'expliciter tout ça. Donc, suite de l'explication cluster par ChatGPT. Simplement, on lui donne la liste et on lui dit de regrouper les mots-clés pour faire en sorte, hop, de faire en sorte de mettre ensemble des mots-clés qui couvrent le même besoin. Tout à fait. C'est ce que je rejoins totalement ce que dit MySEO Coach. On peut aussi entraîner le chat GPT à dire bah voilà, vous avez identifié que bah, les sérums, les huiles, les baumes, ça allait dans hydratation. Hop, vous pouvez aussi lui dire ça et il va vous trier. Ça peut être une grosse aide pour trier. Qui couvre le même besoin de l'utilisateur, effectivement. Quand il cherche une huile, c'est qu'il cherche un soin hydratant. C'est exactement ça vers quoi je suis complètement alignée avec ma SEO coach, vers quoi je vous disais que les outils d'occurrence, pour moi, ça manque de fond parce qu'on ne traite pas vraiment la demande d'utilisateur. C'est trop basique de voir juste la récurrence du mot. Ensuite, en fonction des résultats, on lui demande de recommencer avec plus ou moins de proximité entre les mots. On peut aussi lui demander d'exprimer l'intention de recherche pour chaque cluster. Ouais, ça, il est très bon aussi, effectivement, pour l'intention de recherche. Nous, on l'avait déjà utilisé. Ça vaut le détour. Très sincèrement, ça vaut une intention de recherche de SEMrush. Ça nécessite quelques réglages, mais ça vaut une intention de recherche clairement de SEMrush. Je trouve que on le traite plutôt bien. Voilà pour la première problématique. Voilà, j'espère qu'on a bien répondu, Piki, à ce problème-là, qui potentiellement est dans le chat sous un autre pseudo, mais du coup qui a choisi ce pseudo-là pour la clinique. Donc en plus, c'est cool parce que vous pouvez nous faire des clins d'œil, des blagues et tout. Pour tous les petits blagueurs, vous pouvez choisir exactement. Moi, quand je parle de l'intention de recherche, je parle surtout du besoin utilisateur. Oui, et effectivement, moi, l'intention de recherche là que je disais, qui était plutôt transactionnelle, navigationnelle et tout ça, là, c'était l'intention de recherche euh, de la requête. C'est ça que je faisais mention effectivement sur SEMrush et tout ça. Voilà, on passe au deuxième problème. Allez, c'est parti. Le deuxième problème que nous avons décidé de sélectionner pour cette clinique SEO, c'est donc un problème de duplication de contenu. Donc je vous lis à haute voix, puis moi aussi ça me remet, je sais que vous savez lire, mais moi ça me remet aussi dans le bain. Donc je suis en train de créer des landing pages. Le seul changement sur les pages va être le nom de la ville. Comment faire pour éviter le duplicate content tout en gardant un bon référencement sur chacune d'elles? Canonique? Point d'interrogation. Ça, pour ne rien vous cacher, parce que je suis hyper honnête avec vous, c'est pas, une problématique qui a été donnée, dans le formulaire, c'est une question qui nous a été posée il y a quelques jours, sur des échanges avec des personnes et je l'ai trouvée hyper intéressante parce que, c'était une bonne façon aussi de reparler de la duplication de contenu. Je pense que c'est la règle SEO qui casse les pieds à tout le monde, sur, les internets. Enfin, qui est la plus grosse contrainte, notamment quand on a beaucoup de pages, quand on est site e-commerce. Donc voilà. Du coup, je trouvais ça intéressant de relever le point, aujourd'hui sur un sujet aussi spécifique. Alors, quand on parle de landing page ici, et c'est vrai qu'on le rencontre cette situation-là, c'est tout ce qui est en fait la création de pages à but, généralement pour des campagnes spécifiques, que ça soit des newsletters ou du SIA. Et c'est vrai que c'est des pages qu'on n'a pas forcément envie d'intégrer directement dans une arborescence, qu'on n'a pas forcément envie de mettre en valeur, donc souvent qui sont un peu orphelines, et qui ne sont pas vouées à se positionner sur des mots-clés en SEO. Et donc, on va pas venir forcément ultra optimiser et qu'on va plutôt privilégier un discours un peu commercial et transactionnel. Après, je trouve que les pages SEO, c'est important quand même qu'elles aient aussi un discours commercial et transactionnel et que ça soit pas un bourrage de mots-clés ou de contenu, vraiment pas. Mais donc voilà, donc dans cette configuration-là, quand on a des landing pages un peu spécifiques, bah, comment on le fait? Surtout quand on veut le décliner. Là, c'était pour cibler certaines localités. On est sur une entreprise avec un service de proximité où la localisation est hyper importante. Donc du coup,
Finalement, vu qu'on crée des landing pages par localisation spécifique, on se retrouve avec des pages qui vont beaucoup se ressembler et il n'y a que la localisation qui va changer. Alors, pour information, il y a eu tout un live de fait sur la duplication de contenu qui avait été fait par Marilou. Donc, pour le coup, si vous voulez vraiment approfondir ce sujet-là de la duplication, on en parle pendant plus d'une heure uniquement sur ce sujet-là et ça parlait notamment enfin, on a été, loin sur le sujet. Ça parlait de l'algorithme SIMH, et du coup de comment, Google finalement, détecte la duplication, de vos pages. Ça a parlé des spécificités aussi sur certains, CMS qui peuvent créer de la duplication, donc les pièges dans lesquels il ne faut pas, tomber et on avait notamment, du coup parlé de PrestaShop. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez en savoir plus sur la duplication de contenu. Je pense que ça peut vous aider. Alors, moi, la réponse que je peux faire sur cette problématique-là très précise, donc effectivement, quand on est... Ah, et du coup, j'ai une question à vous poser à vous aussi. Quand on est dans cette configuration de déclinaison par localité, et du coup, on n'a que la ville, c'est compliqué, mais moi, je pense que c'est important quand même de faire l'effort de création de contenu contextualisé et qui permet de différencier chaque localité. Et du coup, ça me fait penser, parce qu'en vrai, il y a toute une question aussi de descente locale à bien avoir en tête. Une arbo, par exemple, par département, région, ville, grosse agglomération, enfin, c'est un vrai enjeu. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un sujet sur le SEO local? Pour le coup, je crois que oui, oui, je vous l'ai dit, notamment sur LinkedIn. Moi, j'ai accompagné pendant plus de 2 ans, ADA. ADA, c'est, des agences, de location, partout en France, en plus avec des stations en libre service de véhicules. Donc autant vous dire que le local, j'en ai bouffé et de la descente locale, j'en ai examiné, j'en ai optimisé. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi dans le chat et on pourra faire un truc sur le SEO local. Bah, je vais faire comme, tout à l'heure, je ne continue pas tant que vous m'avez pas répondu. Ah oui, parce que votre avis, il est hyper important. Est-ce que le local parce que là, je vais pas avoir, le temps, nécessaire pour développer la partie, locale. En tout cas, la réponse est là. Oui, il faut créer du contenu. Chaud, mais SEO coach. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est chaud pour du SEO local? Oui, pourquoi pas? C'est un petit oui ça. Oui! Ah cool. En plus au sens large, hein, c'est-à-dire, édito, technique, arbo. Enfin voilà quoi. Un truc, vraiment, SEO local. Donc voilà, en tout cas ma réponse que je peux apporter là, c'est oui, il faut faire au maximum, du contenu, différencié, sur les pages. C'est ma première recommandation. Et du coup, bah, trouver, des choses qui décrivent la ville, qui vraiment appuient sur la spécificité de chacune des pages. La spécificité, c'est la localité. Donc, du coup, on insiste sur la localisation et on donne le plus d'informations possible sur l'emplacement, l'environnement, tout ça. Après, si on ne peut pas, oui, moi, je suis team, je le dis. Je suis team. La balise Canonical peut vous permettre de gérer votre duplication de contenu. Je sais qu'il y a une école qui dit que bah non, ça sert pas forcément à gérer la duplication de contenu. Il n'empêche que, et je vais être très claire, ça marche, ça marche, ça marche de ouf. Heu, c'est vrai que sur des gros, gros volumes sur les e-commerçants, j'ai parfois Google qui a décidé de ne pas prendre en compte, ma balise Canonical. OK. Mais on est sur du gros volume et il y a 80 quand même, de, mes règles canoniques qui sont respectées. Donc si j'ai une petite déperdition, je me dis: «Bon, c'est pas grave, j'ai quand même géré 80 potentiel de ma problématique» et sur les petits sites, donc j'entends, les petits sites, ça peut aller jusqu'à 2000 pages quand même. Enfin moi, tu vois, et du coup, ça tape assez large. Les canoniques, ça fait mais grave l'affaire. Donc oui, oui, je suis pour des canonical pour gérer la duplication de contenu. Mais si tu mets des canonical, elles seront pas indexées. Alors oui, mais là, c'était pas. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Mais là, je sais que c'était pas le problème. Oui, effectivement, hein, si vous mettez des balises canonical,
forcément celle qui est canonisée, ne sera pas, positionnée, dans Google. Donc faut avoir toute une réflexion, c'est pour ça que c'est pas si facile que ça à mettre en place les balises canonicales, de quelle page je privilégie, selon, les performances notamment, les mots-clés sur lesquels elles se positionnent et ce qui est aussi le plus intéressant pour vous d'un point de vue business. Donc il y a une réflexion à avoir sur, bah, lesquels canonisent pas, quoi. Mais là, en l'occurrence, vu qu'on était plutôt sur de la création de landing page dans l'optique de SIA, newsletter, tracking, du coup, il n'y avait pas une grosse volonté de les positionner sur le SEO, mais la volonté était de ne pas pénaliser le site au global avec une quantité de pages qui se dupliquent entre elles. C'était ça surtout le sujet. Voilà. Quel intérêt d'avoir plein de pages alors, autre que le SEO? NoIndex, alors moi je suis pas fan du NoIndex parce que pour le coup, en fait, la première page qui donc ne présentait pas de localité, tout ça avait vraiment un intérêt. Là, j'ai préféré dire balise Non, en fait, j'ai préféré dire création de contenu et ce qu'elle va faire. Et après, si il y en a, je crois qu'il y avait un petit lot où c'était trop compliqué de la création de contenu, il y a de la balise canonique. Mais on n'a pas désindexé. Mais ça peut être effectivement une reco. Sauf sur la première page, effectivement. La page pilier. Voilà. On passe au deuxième problème? Oui! Bah, je vous entends d'ici, là, vous êtes comme des fous. Bah ouais, encore, encore. Nous, on en a plein des soucis. Alors, le... Ah, pff, personne n'a vu. Non, personne n'a vu ce que j'ai fait. Nickel. Vous avez juste cligné des yeux et j'ai juste disparu. Alors, GG Online ça vient du formulaire, nous a posé une question sur la création de contenu. Effectivement, c'est l'une des premières angoisses. Moi, j'ai trouvé hyper intéressante cette question et cette problématique parce qu'en vrai, franchement, pour de vrai, je pense que c'est la question qu'on nous pose le plus en tant qu'expert SEO. Vraiment. Dans n'importe quel contexte, on verra horrible. Mais pour le coup, je sais pas si vous êtes d'accord, je sais qu'il y a plusieurs experts SEO là avec nous aujourd'hui, mais vraiment, c'est la question qu'on nous pose. Mais ce que je comprends, parce qu'en vrai, le SEO est très rattaché à la création de contenu, très rattaché à la quantité de contenu, à la longueur de contenu. Donc les gens, ils flippent. Ils disent, oh, ouais, est-ce que vraiment j'en fais assez? Est-ce que c'est assez long? Enfin voilà, et puis ça bourrine fort en plus chez les concurrents. Donc je trouvais ça hyper intéressant, cette question-là, et c'est pour ça qu'on l'a sélectionnée dans la clinique aujourd'hui. Donc, moi, ma réponse, effectivement, ça dépend. Comme le My SEO Coach vient de nous dire, ça dépend. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Je vais vous les donner, ces critères-là. Yes, comme le nombre de mots. Alors, du coup, moi, je vais vous le dire. Moi, je pense que là, déjà, pour trouver une réponse à votre question, c'est sur les mots-clés, vos top mots-clés, enfin les mots-clés sur lesquels vous voulez absolument apparaître, qui sont vraiment votre goal absolu. Donc potentiellement, vous en avez 10 qui sont plutôt généralement assez concurrentiels. C'est votre goal absolu, c'est que généralement, ils sont assez concurrentiels. Et du coup, vous allez avoir des acteurs un peu costauds qui se positionnent dessus. Sur ces 10 mots-clés-là, vous vous faites la liste des concurrents et vous regardez. Bon, je sais pas, moi je me dis, on peut peut-être en sélectionner 5 concurrents déjà, qui reviennent sur les 10 mots-clés que vous avez sélectionnés, donc qui sont vraiment costauds. Et vous regardez leur espace édito. Généralement, ils ont tous un espace éditorial. Et vous regardez, il y a toujours la date de publication généralement de l'article, ce qui vous donne déjà un indice sur le nombre d'articles qu'ils font potentiellement par mois. Alors, elle n'est pas calculée par semaine, c'est peut-être un peu chiant, mais du coup par mois. Donc déjà ça, c'est vous dire, bah, eux qui sont très forts en SEO publient tant d'articles par mois, ça me donne déjà un indicateur de ce que moi je pourrais faire. Donc déjà, ça c'est une première solution pour trouver une réponse sur la quantité de contenu. Ensuite, il y a un deuxième indicateur à prendre en compte, c'est que si vous êtes dans un secteur où, tu vois, par exemple, j'essaie de trouver un vite, ouais, sur le secteur de la sécurité. Vous l'avez vu tout à l'heure, on travaille dessus avec Verisure. Donc sur la sécurité, il y a énormément de mots-clés parce que ça va être toujours rattaché notamment à différents équipements et il existe pas mal de équipements
pour le coup, pour sécuriser la maison, que ce soit les caméras, les alarmes, les fumées qui se projettent toutes seules là. Donc voilà, il y a énormément, enfin, on a une richesse sémantique énorme due au fait que bah, il y a beaucoup d'équipements, tout ça, qu'il y a beaucoup de questions, que c'est technique, que en plus les gens ont peur, donc du coup se posent beaucoup de questions pour être sûr de faire ce qu'il faut pour protéger leur maison. À l'inverse, par exemple, on va prendre l'exemple de Worklib sur l'organisation du télétravail, du travail hybride. On n'est pas, ouais, alors là c'est peut-être en plus peut-être que je mens, mais je pense pas qu'on soit sur un secteur où il y a énormément de mots-clés. En tout cas, énormément de mots-clés hyper qualifiés. Donc déjà, et nous, ça se voit à travers nos analyses sémantiques, hein, vu qu'on récupère toute la data, on se rend compte du coup du nombre de contenus. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, s'il n'y a pas 1 milliard de mots-clés à aller chercher, on ne va pas pouvoir aller chercher, enfin créer du contenu non plus en pagaille. Donc déjà, ça vous donne un indicateur. Si vous voyez que vous avez beaucoup de mots-clés à aller conquérir, notamment juste en tapant votre mot-clé parent générique sur Keyword Planner, si vous, dans le module Trouver des idées de mots-clés, si vous voyez qu'il y a beaucoup de mots-clés qui vous sont proposés, c'est que potentiellement, il y a un paquet de trucs à aller chercher et donc du contenu en conséquence à aller créer pour répondre à toute cette demande-là. Donc déjà, la richesse sémantique, c'est un vrai indicateur de quantité de contenu. Ensuite, le nombre de mots, effectivement, j'ai vu qu'en plus Chloé réagissait dessus, le nombre de mots dans mes contenus. Pareil, je pense que les concurrents sont un très bon indicateur. Pareil, reprenez la liste des top concurrents et regardez eux aussi bah, la longueur à peu près qu'ils vont faire et vous en créez une moyenne. Il y a plein de plugins sur Chrome notamment pour quand vous surlignez un contenu, avoir le nombre de mots. Donc vous pouvez vous faire une petite base de données comme ça. Et après, bah, pour moi, c'est l'intention de la recherche. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, si on est sur une intention de recherche, donc vous êtes vraiment dans le conseil, vous répondez à des questions, généralement sur l'informationnel, on va avoir des contenus assez longs qui vont, selon les secteurs, aller entre 1000 et 2000 mots, généralement. Je ne parle pas des gros dossiers expertise avec des interviews, des témoignages, où là, ça peut s'élever beaucoup plus, mais sur vraiment du contenu pur et dur, textuel, sur de l'informationnel, c'est vrai qu'on va avoir une longueur de mots qui est, enfin une longueur de contenu, pardon, qui va être assez conséquente. Ensuite, si on est sur quelque chose plutôt de ce qu'on appelle nous research, donc de la prise d'informations dans le but de faire un achat, moi, je suis pas pour les contenus qui font 1000 mots. Il y a un bout d'un moment, faire du pathos pour du pathos, moi, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Et en plus, on tend de plus en plus à ça, du côté de Google et sur sa prise en compte en termes de critères. Des contenus sur le research, franchement, des contenus de 500 à 600 mots, ça suffit très largement. Il y a un bout d'un moment, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Il faut rester assez cohérent sur l'intention de recherche de l'internaute. Quand tu recherches de l'information un peu research, tout ça, plutôt lié au transactionnel, il n'y a pas besoin d'aller faire tout un pathos. Après, sur les guides d'achat, il y a des guides d'achat qui peuvent être très longs et très conséquents. Mais pour le coup, quand on reste sur du contenu, par exemple, sur des pages de catégories, tout ça, enfin, moi, je suis pas pour d'écrire 1000 à 2000 mots, ça n'a aucun sens. Et surtout, ça a été prouvé par plein d'acteurs qui se positionnent hyper bien sur des mots-clés hyper génériques. Vous verrez, les bas de page ne contiennent pas 2000 mots. Et pour le coup, on travaille énormément, nous, en ce moment, et ça se vérifie. On a des analyses à la clé qui peuvent le prouver. Donc voilà. Hem et moi, je trouve qu'il y a alors, je vérifie pour voir, mais après, vous aussi, vous avez accès, au chat, donc je pense que, ça vous nourrit aussi d'informations. Merci My SEO coach, d'apporter, tes lumières aussi sur toute cette partie-là, le plus que les autres. Et bah, super transition. 2 réponses, soit le plus que tu peux, soit le plus que les autres. Et le plus que tu peux, et bah, je suis désolée, on n'en parle pas assez. C'est qu'il y a un bout d'un moment, il faut aussi faire une quantité que vous pouvez assumer vous en interne. C'est-à-dire que de créer du contenu
qui restent dans des boîtes mail ou dans des fichiers Drive, ça n'a jamais fait avancer la machine. Et le meilleur truc que ça peut vous faire, c'est de créer de la frustration. À la fois par potentiellement les rédacteurs ou les experts SEO qui ont travaillé sur cette création de contenu et qui ne voient toujours pas ces contenus en ligne, et à la fois vous, de vous avez payé des choses et vous n'arrivez pas à exploiter ces ressources-là que vous avez payées. Donc il y a aussi une limite à avoir, vous en interne de, bah, qu'est-ce que vous pouvez, assumer comme boulot de relecture, validation des sujets, intégration. Après bien sûr, tout ce qui est, intégration, vous pouvez le faire, externaliser, mais généralement, on aime bien quand même, avoir la main dessus. Voilà, donc faut aussi vous poser cette question-là de quelle cadence je peux assumer. C'est une alerte et nous, c'est toujours un mindset qu'on a tout le temps de, sur nos briefs et nos calls de découverte et machin, de toujours poser la question et ne pas dire: «Allez, secteur ultra concurrentiel, on va faire, 60 contenus par mois». Bah, déjà, ça coûte cher et puis, en plus, pas sûr qu'ils puissent assumer, eux, en termes, de masse de boulot que ça peut représenter. Donc voilà, ça c'est un autre indicateur. Donc moi pour répondre, du coup, à cette question de manière très précise et synthétique, donc moi pour moi il y a 3 indicateurs qui peuvent être ultra intéressants pour justement ces réponses-là. Les concurrents, faites-vous une liste de mots-clés, goal absolu et voyez tous ceux qui remontent dessus. Vous faites une liste de 5-10 concurrents, pas plus, et vous regardez ce qu'ils font dans leur espace éditorial sur la fréquence. Ensuite, ça vous donne aussi une indication sur potentiellement la longueur des contenus avec lesquels ils arrivent à se positionner. Mais le deuxième indicateur à avoir en tête, c'est aussi l'intention de la recherche. Sur l'informationnel, on peut faire du long, on peut aller jusqu'à du 1000, du 2000. Sur quand ça commence à toucher pardon, tout ce qui va être conversion, transactionnel, research, tout ça, il y a un bout d'un moment aussi, mettez-vous des limites, faire du pathos pour du pathos. Forcément, ça ne sera pas que le seul indicateur pour Google, sur la longueur, de votre contenu. Il y aura d'autres choses qui vont, rentrer en ligne de compte, notamment le nombre de références que vous pouvez avoir sur votre catégorie de produits, tout ça, votre autorité, tout ça, tout ça. Et après, les ressources que vous pouvez avoir en interne pour assumer aussi, bah, d'intégrer, tous ces contenus-là. Donc posez-vous la question de, bah, OK, quel temps j'ai à consacrer aussi à cette tâche-là? Et ça vous aidera, à avoir une fourchette en tout cas, de contenu. Voilà pour le troisième problème. Je crois que nous sommes c'est pas je crois, c'est que j'en suis sûre, nous sommes arrivés au bout, des problématiques, de la clinique SEO, épisode 1. J'espère que ça vous a plu, vraiment. Moi, je trouve que l'exercice, en tout cas, pour moi et j'imagine pour, Marilou qui, passera, sur ce format-là aussi, clinique, je le trouve hyper intéressant parce que ça me permet quand même de creuser les sujets. Je me dis que je suis plus concrète parce que je réponds à des questions que les gens se posent vraiment et pas justement en tant qu'expert, tiens, j'ai envie de vous parler de ça. C'est pour ça que je vous embête aussi sur le SEO local. Parce que voilà, ce live, on a envie que ça devienne vraiment votre live. Et bah, pour ce faire, bah, il faut vous poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à participer sur le formulaire de la clinique SEO, à vous exprimer. Ah, je reprends le chat. Dans les articles de blog, tu conseilles d'écrire la date à la fin de l'article à la main ou est-ce qu'on laisse juste la date automatique de notre CMS? Moi, je laisse la date automatique du CMS. Ça marche très bien. Bravo, très sympa ce format. Merci beaucoup, my SEO coach. Et en plus, tu as été super dans le chat. Enfin voilà, n'hésitez pas à réagir entre vous. C'est comme ça qu'on crée une communauté. C'est vrai que le SEO, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais le SEO, on parle beaucoup de communauté SEO. Chose que sur les autres leviers, c'est un terme qu'on n'utilise jamais. On dit jamais la communauté SEL, la communauté social ads, jamais. Et nous, c'est vrai que c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé parce que bah, c'est vrai que Google nous aide pas, nous, à comprendre certaines choses. Donc, on a besoin de s'entraider parce qu'on a expérimenté tout ça. Donc, du coup, pour faire honneur à ce terme de communauté SEO, c'est pour ça qu'on a envie de continuer ces live Twitch et notamment cette clinique pour être le plus concret possible avec vous. Vous l'avez compris, le programme du Twitch est pour le coup assez dense. Je vous aide, je vous donne la date du prochain live, le 14 février. Bah oui, on n'allait pas vous laisser tout seul pour la Saint-Valentin quand même. Donc voilà, c'est un total hasard pour le coup. Je vous rassure, c'était pas un truc cucu, mais ça nous fait rire quand même. Mais voilà, le 14 février à 11h30, ça sera le format de l'Observatoire. Donc du coup, format pur veille SEO
qui sera présenté par Marilou. Il y a moyen que ça parle des avis Google. Il y a eu de la news hein, quand même. Donc, ça va, il va y avoir de la matière. Donc voilà, on espère que vous serez au rendez-vous. Merci encore à vous pour votre soutien. Désolée pour les petzouilles. Et merci d'être resté. Je trouve ça adorable. Vous avez fait un sujet sur les marronniers en SEO. Ah, Giro, on avait fait un webinar sur les marronniers qui est disponible sur notre YouTube. C'était un webinar qui faisait mention donc de tout ce qui était sorti à l'époque du Black Friday. Donc la période chaude quand même un peu des marronniers, donc Black Friday, les soldes, Noël. Pour le coup, c'était hyper complet. Ça avait été présenté par Clémence, experte SEO chez Flair Agency. Donc voilà. Est-ce qu'on va vous retrouver le lien? On cherche, ne bouge surtout pas. Nous cherchons le lien pour te le passer. Que vous dire de plus? Oh, je viens de capter que je m'étais même pas présentée au début. Et moi, je me pose la question, il est 12h47 alors que le live il a commencé à 11h30. Je me suis pas présentée. Bah, du coup, je le fais. Donc moi, Kate, experte SEO, c'est ça qui est doux. Experte SEO. Mais ça, c'est mon défaut. Tu sais, direct, je pars pleine d'enthousiasme. Allez, c'est bon, on rentre dans le vif du sujet. Je pose pas les bases. Voilà. Kate, experte SEO du coup chez Flair Agency. Ça fait 10 ans que je fais du SEO. Donc j'aime mon métier, j'aime ça. Et voilà. Et Flair Agency, du coup, c'est une agence SEO. Donc ça va faire bientôt 2 ans qu'on existe. On est complètement indépendant, nous ne sommes pas rattachés à un gros groupe, ce qui nous permet d'être hyper flex sur plein de choses. Et comme vous l'avez vu, on a de super références. On ne retrouve pas le webinar de Clémence, c'est une blague. Mais on va le retrouver, on l'avait fait via live webinar, on va te le retrouver au nom. Giro, sauf si tu veux garder ton anonymat, tu peux m'écrire en MP sur LinkedIn et je te l'envoie. Parce que ça, c'est sûr, je vais te le retrouver. Donc voilà, on peut faire ça. On peut faire ça. Si tu es OK avec cette solution-là, tu me MP et je t'envoie le lien. Je te cherche ça cet après-midi. Cool. Merci encore à vous. On se retrouve le 14 février. D'ici là, nous sommes présentes sur LinkedIn. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces et des encouragements et des commentaires sur nos posts LinkedIn. Voilà, ça nous donne de la force et ça booste aussi la visibilité de tout ce contenu qui est gratuit et fait pour vous. Je vous dis à la prochaine. Bon appétit, sauf si vous êtes déjà en train de manger. Moi, je crève de faim. Donc, je vais aller chercher à manger et chercher le webinar de Clémence en mangeant. Je vous embrasse. À bientôt. J'étais trop contente de vous retrouver un peu en one-to-one. Désolée encore pour les petzouilles techniques. Et puis à bientôt.